merci au lieu-dit d'accueillir cette rencontre. Merci à Gwenola Ricordo d'être là. Elle est arrivée hier des États-Unis. Et à Geneviève Bernanos du collectif des Mères Solidaires. Je vais commencer par présenter brièvement Gwenola, qui aura toute l'occasion d'avoir la parole par la suite. Gwenola est sociologue. Elle est de France à la base, mais elle est maintenant professeure à l'université aux États-Unis. En sociologie, et au-delà de la carrière universitaire, c'est avant tout également une militante abolitionniste de la prison, qui a d'ailleurs déjà publié sur le sujet un livre sur les détenus et leurs proches, et donc là c'est son deuxième a priori livre, Pour elles toutes, Femmes contre la prison, qu'on va donc vous présenter aujourd'hui à partir d'une discussion et d'extraits qui seront lus par Geneviève Bernanos, que je vais laisser se présenter. Bonsoir, donc je représente le collectif des Mères Solidaires, un collectif qui a été créé d'abord à l'initiative de mères italiennes et espagnoles, et puis ensuite nous en France, parce que nous sommes des parents, des mères essentiellement de militants antifascistes qui ont eu à subir des répressions terribles, que ce soit les assignations à résidence, les gardes à vue, l'emprisonnement ou la mort. Et donc nous nous sommes réunis pour nous soutenir d'abord dans les différentes procédures que nous avons à mener. Et puis mon chemin personnel m'a amené aux portes des prisons, m'a amené à rencontrer Gwenola très tôt dans mon parcours, et qui a été une source très importante pour moi pour réussir à mener ce parcours devant les portes des prisons, dans les parloirs. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec elle pour la présentation de son livre. Du coup, on a voulu, nous, effectivement, s'intéresser au livre de Gwenola parce que dans les milieux militants, la question, et notamment dans les milieux féministes, par exemple, c'est vrai que la question de la répression pose question. La question des violences sexuelles est très prégnante, notamment de ces dernières années. C'est un petit peu le sujet qui a fait la une, au niveau du féminisme en tout cas. Et du coup, la question de l'impunité, de comment lutter contre les violences sexuelles, alors même que le système carcéral peut être critiquable sur de nombreux points, est une question qu'on se pose et à laquelle il est parfois difficile d'apporter des réponses. Et donc, on va voir que le livre de Gwenola en apporte plein. Alors, plutôt que présenter le livre, on va voir, c'est un livre qui est à la fois donc basé sur des recherches, sur des enquêtes de terrain, et puis aussi sur une approche un peu personnelle, tu le dis, dès l'avant-propos. Et du coup, on va commencer par vous lire l'avant-propos de ce livre. Geneviève va vous le lire qui vous donnera un petit peu le ton de l'ouvrage et qui vous donnera envie de rester, du coup, on l'espère. J'essaye avec le micro. Lire avec le micro, c'est pas simple. Mon cœur se serre avec elles toutes qui ne disent rien. Celles qui ne disent rien parce que ça ne se fait pas, parce que la police n'a rien fait la dernière fois, parce qu'on ne les a pas crues lorsqu'elles étaient enfants, parce que ce n'était pas si grave et qu'il avait peut-être le droit. Celles qui ne disent rien, car elles savent qu'on ne les croira pas, car elles sont trop tox, trop vieilles, pas assez jolies, pas assez sexy, trop grosses, trop handicapées, pas assez féminines. Celles qui ne disent rien, car elles ont peur qu'on ne les croie pas, parce qu'elles n'écrivent pas assez bien, parce qu'elles ne sont pas blanches, parce qu'elles ne se souviennent plus très bien. Celles qui ne disent rien, parce que c'est leur père, parce qu'il est policier, parce qu'il est riche et qu'il prendra un avocat, parce qu'il est français et qu'elles ne le sont pas. Celles qui ne disent rien, parce qu'elles ont peur qu'on leur réponde qu'il n'y a pas idée de sortir la nuit, de sortir dans cette tenue, de sortir toute seule. Qu'il n'y a pas idée de boire, d'inviter un homme chez soi, d'aller sur un site de rencontre. Celles qui ne disent rien parce que, pourquoi le dire maintenant? Celles qui ne disent rien car elles se demandent si ce n'est pas un peu de leur faute. Celles qui ne disent rien parce qu'elles l'aiment. Mon cœur se serre avec elles toutes qui ne disent rien. Mon cœur bat à l'unisson avec elles toutes qui luttent. Celles qui manifestent, s'enchaînent, tractent, hurlent, se réunissent, pétitionnent. Contre les viols, contre les violences domestiques, les mutilations génitales, le harcèlement de rue, les assassinats,
les viols conjugaux, les viols punitifs, les homicides conjugaux. Elles toutes dont on fait si peu de cas parce que ce sont des femmes noires, des prostituées, des femmes trans, des lesbiennes, des femmes autochtones, parce qu'elles sont ouvrières ou parce qu'elles portent le voile, parce que ce sont des femmes. Mon cœur bat à l'unisson avec elles toutes qui luttent. Mon cœur est en prison avec elles toutes. Celles pour qui c'était écrit depuis la rue, depuis la came, depuis le trottoir, depuis les fugues. Celles pour qui c'était écrit parce qu'elles ne sont pas nées avec les bons papiers, le bon prénom, la bonne couleur de peau. Celles pour qui c'était un accident, mais qui n'ont pas eu le choix. Celles pour qui ce n'était pas écrit si elles avaient choisi un autre homme. Celles pour qui ce n'était pas écrit s'il était resté. Mon cœur est dans les centrales et les centres de rétention, dans les cellules des mitards et dans les cellules de garde à vue. Mon cœur est en prison avec elles toutes. Mon cœur est devant les prisons et dans les parloirs avec elles toutes. Celles qui attendent, celles qui sont fatiguées, celles qui sourient encore, celles qui sourient toujours, celles qui écrivent tous les jours, celles qui ont des frissons en pensant à leur premier parloir, celles qui râlent mais sont encore là, celles qui apportent le linge et envoient les mandats, celles qui ne reviendront peut-être plus, celles qui y croient encore et celles qui ne veulent plus attendre. Mon cœur est devant les prisons et dans les parloirs avec elles toutes. Mon cœur les comprend elles toutes. Celles qui ne croient plus en la justice de leur pays, celles qui n'iront jamais voir la police parce que le Veldiv, celles qui voudraient seulement que ça n'arrive pas à d'autres, celles qui préfèrent oublier, celles que la justice a laissées déçues, brisées, en colère ou malheureuses, celles qui ont pardonné, celles qui ont préféré écrire un livre, celles qui voudraient juste comprendre, celles qui diront toujours la prison pour personne. Mon cœur les comprend, elles toutes. Merci. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Avant, on va peut-être faire un petit point sur les définitions, comme tu le fais au début de ton livre, comme tu le remarques. Une distinction notamment que tu fais entre ce qu'on appelle l'abolitionnisme carcéral des prisons et puis l'abolitionnisme pénal. Donc tu vas nous expliquer ça, notamment parce qu'un des fils rouges de ton livre, c'est un renversement de perspective finalement que tu proposes, qui part du principe que le crime n'est pas l'objet, mais le produit du système pénal. Et donc, à partir de là, la perspective que tu proposes dans ton livre, c'est de dépasser la critique morale de la prison, c'est-à-dire la critique que tu appelles carcéralo-centrée, la critique qui focalise sur le tort que la prison fait aux prisonniers, pour passer à une critique plus politique sur le tort que la prison fait à la société. Est-ce que tu peux du coup revenir un petit peu là-dessus, nous expliquer pourquoi l'abolitionnisme carcéral n'est pas suffisant, mais pourquoi c'est bien l'ensemble du système pénal qu'il s'agit de critiquer? Merci. Merci pour cette présentation et cette lecture. Merci à toi Geneviève. Et alors, grande question, abolitionnisme pénal, abolitionnisme de la prison. C'est vrai qu'en France, on entend assez peu parler d'abolitionnisme pénal et surtout à l'extrême gauche, quand on fait la critique du système pénal, on a tendance à se focaliser sur la prison. Et lorsqu'on parle de la police, souvent elle est critiquée sous l'angle des violences policières, du racisme de la police, de l'usage excessif de la force, etc. Et donc, on est en France assez peu familier d'une critique qui est une critique beaucoup plus générale, donc de l'ensemble du système pénal. Alors, qu'est-ce qu'on désigne par système pénal ? On désigne en fait un ensemble d'institutions, que ce soit la police, les juges, la prison, pour faire un petit peu rapide, qui prennent en charge certains types de faits qui sont donc condamnés par l'État. Donc, ce qu'on appelle les délits et les crimes, qui sont donc catalogués dans le code pénal. Et donc cette prise en charge par l'État d'un certain nombre de faits, qui sont donc considérés comme devant être punis, c'est l'objet du système pénal. Alors la critique de la prison, et je ne suis évidemment pas la seule à le dire, que critiquer la prison et en proposer l'abolition, ce n'est pas suffisant si on ne s'attaque pas à l'ensemble du système pénal. Alors pour un petit peu approfondir ce point de vue, on peut le voir à deux niveaux.
on peut le voir à un premier niveau qui est un niveau assez pragmatique de, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on regarde les mutations du système pénal, l'évolution en fait des moyens de l'État pour réprimer, punir. On se rend compte qu'en fait, il y a un certain nombre d'évolutions, des évolutions qui sont liées aussi aux évolutions du système capitaliste, aux évolutions technologiques, qui permettent de dire que c'est sans doute de l'État lui-même qu'on pourra attendre l'abolition de la prison, hein, avec un certain nombre de technologies qui risquent d'être bien plus avantageuses d'un point de vue économique, et voire avec des techniques de surveillance bien plus supérieures que ce qu'est la prison. Donc là, je parle en clair des types de bracelets électroniques qui sont en plein développement en France, mais étant aux États-Unis et commençant un petit peu à travailler sur justement le système économique autour du système pénal, on voit qu'il y a un certain nombre de technologies qui sont en train d'être développées, alors qui seraient beaucoup plus légères aussi socialement, hein, de type application de téléphone portable, bracelets beaucoup plus... moins visible et donc beaucoup plus acceptable socialement. Et on peut très bien imaginer que dans une échéance de... c'est jamais très prudent de faire des prévisions, hein, mais que dans le futur, du moins, l'État puisse tout à fait se passer de prison et donc et remplacer l'enfermement carcéral donc, par un certain nombre de ces techniques. Et donc, une fois qu'on n'aura plus de prison, on aura toujours ces formes de contrôle, de discipline, d'enfermement. Donc, c'est une raison, je dirais, c'est la première raison pour laquelle on ne peut pas se contenter d'abolir la prison. Et puis après, pour répondre à cette question de façon un petit peu plus générale, évidemment que la prison, elle est pas une institution qu'on peut penser à part d'autres institutions. Hein, que la prison, elle s'inscrit dans le système police, juge, prison, voire aussi, et peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans le débat, aussi des associations de prise en charge des sortants de prison, parce que tout ça forme un très beau système. Hein, une fois qu'on a des personnes qui sont affectées par leur passage par la prison, qu'on a des familles qui sont affectées par l'incarcération d'un proche, aussi on a tout un secteur de prise en charge de ces effets pervers de la prison. Alors eux, quand je dis eux, c'est les légitimistes, ceux qui croient en la prison, etc. Eux parlent d'effets pervers. Moi, je ne pense pas que c'est un effet pervers, c'est un effet totalement attendu du système carcéral. Je m'arrête là parce que je suis bavarde, donc je vais essayer de me limiter quand même. Très bien, non, c'était assez complet. Donc, tu as bien décrit les différentes raisons d'être pour le système pénal. Pourtant, il continue d'être légitimé, hein, donc c'est ce que tu dis, par les légitimistes, notamment en vertu des 3 fonctions qui lui sont assignées: dissuader la commission de commettre des crimes, rétribuer les victimes et puis réhabiliter les coupables. Donc c'est ce dont tu as parlé. Sur cette question justement de la réparation des préjudices faits aux victimes, tu as cette belle formule: les souffrances ne se compensent pas. Avant du coup peut-être de parler plus spécifiquement de la question des femmes victimes, est-ce que tu peux nous redire, nous expliquer pourquoi la peine de prison, en quoi peut-être le fait de punir en tant que tel n'est pas une réponse appropriée pour les victimes, en quoi ça ne répond pas à leurs besoins? Ouais. Alors, lorsqu'on a pour projet de se passer de prison et du système pénal, on ne dit pas, on n'est pas en train de nier les besoins des victimes ou de nier l'existence même de torts qui sont commis à des personnes. Alors j'utilise le mot de tort ou de préjudice parce que l'abolitionnisme a aussi son vocabulaire, et comme je vous l'ai dit précédemment, ces termes de délit et de crime sont liés au système pénal, puisque c'est le système pénal qui lui-même définit certains faits comme étant des délits ou des crimes. Et donc la vision abolitionniste, en se détachant de ces catégories de délits et de crimes, préfère utiliser le terme donc de tort ou de préjudice pour bien dire que effectivement, hein, la vie en société implique des frottements, des torts, des préjudices, et que lorsqu'on est abolitionniste, il ne s'agit pas de dire mettez votre mouchoir dessus et puis demain est un autre jour.
Au contraire, la perspective abolitionniste, c'est de reconnaître l'entièreté de ces torts en se départant en fait des catégories qui sont créées par l'État. Et donc, c'est aussi la critique de ces catégories même de délits et de crimes qui ne correspondent pas toujours à ce que l'on peut vivre comme victime. Il y a certains torts qui peuvent nous paraître énormes, mais qui, dans le code pénal, vont apparaître comme étant assez mineurs et inversement. Et donc, lorsqu'on ancre la perspective abolitionniste sur les torts et les préjudices qui sont vécus par les personnes et donc par les victimes, il s'agit de partir de leurs besoins. Quels sont les besoins des victimes ? Et vous voyez que c'est une vision qui est souvent assez différente de la manière dont on présente l'abolitionnisme comme étant juste, on abolit les prisons. Et au contraire, moi ce que je dis, et je suis évidemment pas la seule, c'est mais partons de ce dont ont besoin les victimes. Alors, ce dont ont besoin les victimes, et là je me rattache aux écrits des pionnières de l'abolitionnisme, qui est Ruth Morris, qui était une États-Unienne basée au Canada et qui a beaucoup œuvré en fait, pour la justice transformative, dont on parlera un petit peu plus tard. Et Ruth Morris était très sensible à la cause des victimes et au-delà même de l'abolitionnisme, a été une personne assez importante sur la question des victimes. Elle disait les victimes ont notamment besoin de savoir la vérité, savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est extrêmement important pour les victimes. Et lorsqu'on pense à ce qui se passe dans un tribunal, on sait très bien que la vérité, on ne l'a pas forcément. Parce que ce n'est pas un lieu qui est propice à dire la vérité. Puisque la personne qui est accusée a toutes les raisons de ne pas dire exactement la vérité. Et donc souvent les victimes sont frustrées au moment du procès pénal parce que elles vont dire l'accusé il ment, l'accusé n'a pas dit tout, etc. Donc il y a ce besoin de connaître la vérité. Les victimes expriment souvent aussi le besoin de donner un sens à ce qui a été commis. Alors là, ça rejoint des questions qu'on entend souvent de la part des victimes qui vont dire pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi à moi. Et c'est une question qui est souvent extrêmement compliquée parce qu'il y a des formes de victimation pour lesquelles on ne peut pas répondre à ce pourquoi. Parce qu'il y a des violences qui sont des violences structurelles, il y a des catastrophes, etc. Et répondre à ce pourquoi, en fait, c'est qu'un travail collectif, un travail de mémoire collectif, un travail de réparation collectif qui peut réellement répondre à un pourquoi. Et c'est certainement pas dans un tribunal qu'on peut avoir ce type de réponse. Et puis, les victimes ont besoin de sécurité. Elles ont besoin de sentir que le tort qui leur a été fait ne va pas se reproduire. Et ce besoin de sécurité, là aussi, lorsqu'on pense à comment sont traités les torts aujourd'hui, on sait bien que le système pénal n'est pas très adapté. Alors évidemment, là, on a tous en tête des faits divers ou des faits qui nous sont proches pour les victimes de violences conjugales ou les victimes de violences à caractère sexuel. On sait bien qu'une ordonnance d'éloignement va pas aider au sentiment de sécurité d'une victime. Et puis, lorsque des personnes sont condamnées à la prison, parce qu'on entend aussi de la part de victimes, notamment lorsque les victimes ont été commises dans un cadre intime, c'est des victimes qui vont dire « je continue à avoir peur », même lorsque je sais que la personne est incarcérée, ou alors j'ai peur que quand ils ressortent, ce soit pire. Et donc ce besoin de sécurité n'est pas rempli par le système pénal. Donc voilà, en gros, la vérité, le sens que l'on peut donner à un acte, la question de la sécurité, voilà, je rentre encore pas dans tous les détails, mais voilà, ça peut être une base pour continuer à discuter de ça. Tout à fait, d'autant que sur cette question donc, de la dépendance au pénal, qui est le problème que tu identifies, elle se pose dans des termes peut-être plus spécifiques encore au regard des victimes femmes, des victimes de violences sexuelles. Il y a un paragraphe où c'est assez clair, là je voulais que Geneviève le lise, peut-être on va lire que le dernier là. Que celui-là ? Ouais, Ok. Sur la qualification. Ok. Au regard de la riche histoire de l'autodéfense politique, il est triste de constater que se développe cette dépendance au pénal, surtout qu'elle s'accompagne pour les femmes de la désignation à une position de victime et qu'elle n'est pas étrangère à l'ordre patriarcal,
comme le note Gail Fetterson, la femme prise en flagrant délit d'indépendance est suspecte et le fait d'être la victime de violences constitue parfois son seul espoir de rédemption. Les directives pénales elles-mêmes stipulent souvent que le statut de victime est la seule cause valable d'impunité en cas de comportement illicite ou la seule justification d'un accès à des ressources réservées aux privilégiés. Merci. Alors, malgré ces critiques, on observe, malheureusement, j'ai envie de dire, les tendances les plus hégémoniques du féminisme, mais pas seulement, hein, hélas. Dans ces tendances, mais pas seulement du féminisme, en réalité, dans la plupart des luttes qui essayent d'agir sur le terrain du droit, sur le terrain de l'accès au droit, de la reconnaissance par le droit, ces revendications de reconnaissance prennent souvent la forme du coup de revendications en termes davantage de pénalisation. Reconnaître des discriminations, ça va passer par la pénalisation de ces discriminations ou de ces violences, etc. Et on a donc, au nom du féminisme, tout un ensemble de demandes, de création, de renforcement de peines face donc aux violences subies par les femmes. C'est ce qu'on appelle depuis Elisabeth Bernstein le féminisme carcéral, c'est-à-dire peut-être je vais te laisser expliquer ce que c'est le féminisme carcéral et comment justement la cause des femmes ou des violences sexuelles, comme ça l'a été à l'époque c'était la pédophilie, puis il y a le terrorisme maintenant, et puis la question des violences sexuelles qui sert également un peu de prétexte, de cheval de Troie à un renforcement de l'appareil carcéral et répressif. Merci. Alors, tu l'as très bien évoqué, mais c'est effectivement cet appel au punitif, cet appel au système pénal ne s'observe pas qu'au sein du féminisme et on l'a observé de façon beaucoup plus générale dans les luttes contre le racisme. Les luttes LGBT aussi sont extrêmement marquées par ce mouvement-là en fait de demande de davantage de punition, donc au nom de discrimination. Alors de dire ça n'enlève rien à la légitimité de dénoncer l'homophobie, le racisme, etc. Mais et du coup, je laisse un petit peu de côté ces questions-là parce que c'est pas le propos de mon livre et aussi faire porter. Enfin, je me sens bien davantage à l'aise de porter cette critique-là en tant que femme à l'égard du féminisme que de la porter auprès des luttes antiracistes et LGBT. Mais alors, du coup, tu as fait référence à cette expression de féminisme carcéral qui, à mon avis, est une expression qui dit bien cette évolution qu'on a connue depuis les années 70. Alors, évolution qui n'est pas propre à la France, qui s'observe dans la plupart des pays occidentaux, où en gros le féminisme est passé depuis les années 70, où il y a eu à cette époque un certain nombre de débats sur que signifie de recourir au droit pénal, notamment pour la condamnation des violeurs. Pour rappel, c'est dans les années 70 qu'on a les premiers passages aux assises de personnes accusées de viol. Et ça s'est pas fait en fait sans débat dans les mouvements féministes. Ça a été en fait même un choc pour un certain nombre de féministes parce que devinez quoi, le profil des premiers accusés qui passaient aux assises étaient essentiellement des hommes issus de milieux populaires et souvent d'origine nord-africaine. Et ça a été un certain choc pour des féministes et a engagé des discussions au sein même du féminisme. Mais ces débats-là ont quasiment disparu. Alors j'espère qu'avec le livre, ça permettra de les raviver. Mais aujourd'hui, en fait, il y a une sorte d'évidence une fois qu'on a dénoncé l'impunité des crimes et délits à caractère sexuel, d'appeler à davantage de signalements de ces délits et de ces crimes, de s'insurger des peines qui sont prononcées, etc. Et donc cette expression d'Elisabeth Bernstein dit ce mouvement-là, ce mouvement depuis les années 70 à aujourd'hui, et comment c'est devenu une sorte d'évidence que le socle du féminisme devrait être le système pénal. Alors, comme si on avait oublié toutes les critiques du système pénal sur son caractère patriarcal, son caractère raciste, et que donc le système pénal serait notre meilleur allié, et qu'en utilisant
l'outil du système pénal, on ne reproduirait pas des inégalités liées à la fois au genre, à la race, etc. etc. Et donc, le fait d'avoir créé cette expression de féminisme carcéral, ça permet de mettre l'accent là-dessus et de questionner le féminisme, de questionner en fait sa stratégie. Parce que si la stratégie, c'est la fin de l'impunité, là je reprends vraiment le vocabulaire des courants dominants du féminisme, si vraiment la stratégie c'est l'impunité, il faut avoir quand même clairement en tête qu'on parle tout simplement pour la France de mettre au bas mot 60 000 personnes, 60 000 hommes tous les ans en prison, puisqu'on estime au moins qu'il y a 60 000 viols par an en France. Donc si on ajoute quelques dizaines de milliers en plus pour des agressions à caractère sexuel, ça veut dire que le projet politique, c'est sur 10 ans d'avoir 500 000 hommes en prison. Alors, et ça c'est marrant parce qu'en fait, vous l'entendez jamais énoncé de la part des courants majoritaires du féminisme. Quand elles appellent à davantage de punition, la fin de la punité, etc., elles disent pas « notre projet, c'est de mettre 500 000 personnes en prison et donc de construire, il faudrait construire une centaine de prisons ». Elle le chiffre pas, elle chiffre beaucoup d'autres choses, mais voilà. Et alors que je pense qu'il faut bien rappeler que c'est ça le projet lorsqu'on parle de fin d'impunité. Alors avec évidemment toutes les conséquences de qu'est-ce que ça veut dire de mettre 500 000 hommes en prison, en sachant évidemment que les hommes des milieux populaires, les hommes issus de l'histoire de l'immigration et de l'histoire coloniale seront a priori les premières victimes de cette politique. Et ça veut dire aussi que derrière ce projet-là, on fait l'hypothèse que lorsqu'on met quelqu'un en prison, on évite que d'autres commettent un acte. C'est le caractère de prévention de la commission de délits et de crimes qu'aurait la punition. Et ça, on sait que ça marche pas. Ça marche pas. Il y a très peu de types d'actes pour lesquels les auteurs ont un raisonnement rationnel. Se disent, c'est quoi la probabilité d'être pris, c'est quoi la probabilité d'être condamné, et si je suis condamné, à quelle peine de prison je vais être condamné. C'est extrêmement rare que les personnes fonctionnent comme ça. Peut-être qu'on fonctionne comme ça quand on ne prend pas un ticket dans le métro. Peut-être que vous vous dites, c'est quoi la probabilité que je tombe sur un contrôleur? Là, c'est dimanche soir, c'est une petite station. Mais sur un certain nombre de crimes, et notamment les crimes les plus graves, les personnes ne pensent pas de cette manière-là. Et donc, le projet punitif porté par les courants majoritaires du féminisme, à mon avis, donc à la fois aurait des conséquences désastreuses d'un point de vue social, et en plus n'atteindrait pas l'objectif, qui est quand même, l'objectif ce n'est pas la punition des personnes coupables, mais que quand même on fasse diminuer les violences à caractère sexuel, c'est quand même ça l'objectif. Donc voilà. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai pas du tout répondu à ta question. Ah, c'était ça ? Absolument. Bon, d'accord. C'était ce que j'avais en tête. Alors, ton livre, donc, c'est Pour elle toute, femmes contre la prison, mais il aurait pu s'appeler aussi La prison contre les femmes, finalement, qui est un thème que tu déclines sur 3 axes. Donc, c'est d'abord la prison contre les femmes victimes, justement, de violences sexuelles, de femmes victimes, et puis tu parles justement de la manière dont les femmes, de manière générale, sont plus victimes, etc. Bon, c'est un des nombreux sujets sur lesquels on a dû renoncer ce soir. Mais aussi la prison contre les femmes qui sont justement judiciarisées, qui font l'objet de peine, et puis la prison contre les femmes qui sont aux portes des prisons. Donc on va justement un peu voir comment tu articules ces 3 axes. Donc sur la manière dont la prison ne répond pas aux besoins des victimes, tu en as déjà parlé. Peut-être tu peux en redire un petit peu plus sur la manière dont non seulement elle ne répond pas à leurs besoins, mais la manière dont même souvent, et ça a fait l'objet également de campagnes dans les milieux féministes, paye ta plainte, etc. Non seulement elle ne répond pas aux besoins des victimes, mais elle va souvent redoubler les violences que les victimes viennent dénoncer. Alors, je ne sais pas si on avait prévu d'en parler plus tard de ma position sur est-ce qu'il faut porter plainte ou pas. Ouais. C'est plus tard. Prévu. Bon, alors teasing. Tu peux le faire Oui, en fait, désolée, je préfère le faire maintenant. Ouais. Je préfère le faire maintenant parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur,
parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, parce que maintenant, ça fait une petite vingtaine d'années que je suis abolitionniste, et puis un peu moins longtemps que je traîne dans les milieux féministes, mais on m'a souvent interpellée en me disant mais toi, t'es abolitionniste, du coup, voilà, moi, il m'est arrivé ça, est-ce que tu penses qu'il faut porter plainte ou pas ? Ça, c'est une question qui m'est extrêmement souvent posée, et ce malaise-là, en fait, cet inconfort rencontré auprès de beaucoup de femmes victimes, ça a été le moteur de l'écriture de ce livre, parce que, en fait, même si les féministes qu'on entend à la télé sont des féministes qui poussent en faveur du système carcéral, je pense que la réalité des féministes est très différente, et que en fait, ce malaise-là qu'il y a à l'égard du système pénal est beaucoup plus répandu que ce qu'on peut entendre lorsque on pense juste à c'est quoi le féminisme. Et du coup, qu'est-ce que je réponds aux victimes, et en particulier aux femmes qui me disent est-ce qu'il faut porter plainte ou pas ? En fait, je dis fais ce qui, toi, va t'aider dans ta situation. Quels sont tes besoins ? Quels sont tes besoins ? Et dans certaines circonstances, malheureusement, les besoins qu'on peut avoir en tant que victime, c'est auprès de la police ou auprès du système pénal qu'on va trouver une réponse à ces besoins. Alors, je ne vous dis pas que je suis enchantée lorsque on a à recourir au pénal, mais je pense que ce n'est pas une question individuelle, en fait, c'est une question collective. Et si une personne, par exemple, est dans une situation de danger immédiat et qu'il n'y a pas d'autres ressources, tout le monde ne connaît pas des personnes qui sont prêtes à assurer sa sécurité, etc. Oui, il peut y avoir l'obligation à un moment donné d'appeler la police. Il peut y avoir et là, c'est vrai que j'ai beaucoup en tête la question assez spécifique des violences à caractère sexuel et des violences qui sont commises dans un cadre intime, mais il peut y avoir aussi le besoin pour une victime, à un moment donné, de dire j'ai été capable de poser un acte qui dit non. En fait. Et ça, c'est un moment très important pour les victimes de violences intimes, ce moment où, en fait, elles ont ce courage-là. Et alors, ça peut être de dire « je suis victime » auprès de le dire à une amie. C'est aussi un moment extrêmement important, ce moment de se reconnaître en tant que victime. Mais ça peut être aussi d'aller à un commissariat et de porter plainte. Et souvent, d'ailleurs, avec des sentiments ambigus, en disant j'espère qu'il ne va pas trop lui arriver quelque chose, etc. Et du coup, ma position, encore une fois, c'est de dire que si une personne porte plainte, en fait, l'échec, il n'est pas individuel. La victime fait ce qu'elle peut avec ses moyens. Et puis, si malheureusement, ses ressources sociales, les ressources collectives qu'elle a sont insuffisantes pour son besoin de sécurité, pour son besoin, elle, en tant que victime, à un moment donné, de s'affirmer, c'est collectivement, en fait, que c'est un échec. Et donc, voilà, pour moi, c'est jamais une question individuelle, c'est une question collective. Donc, une fois qu'on a posé cette réponse pratique, il s'agit évidemment quand même de garder en tête quelles vont être les conséquences d'un recours au pénal. Et si on garde toujours à l'esprit quels sont les besoins des victimes, on voit que le système pénal y répond de façon extrêmement partielle. Alors, tout d'abord parce que la temporalité est celle du système pénal. Le système pénal a son temps, le temps judiciaire, qui est un temps qui est parfois très long et puis qui va s'accélérer, qui n'est pas le temps qui correspond aux victimes. Une victime peut avoir à un moment donné envie de parler de ce qui lui est arrivé, peut avoir envie de parler avec la personne qui a commis un tort, et puis ce n'est pas le moment judiciaire. Et puis lorsqu'il y a le moment du procès, ça peut aussi correspondre à un moment qui n'est pas celui du moment de la victime. Et puis, ce n'est pas un cadre qui est propice. Et puis, on sait bien que pour être entendu par le système pénal, en fait, il faut être entendable selon les critères du système pénal. Il faut être une bonne victime. Une victime qui correspond à un certain nombre de critères. Alors, c'est des critères qui sont des fois des critères sociaux. On sait très bien, par exemple, que les personnes qui sont sans papier ou qui ont des proches qui sont criminalisés peuvent avoir de vraies réticences à s'adresser au système pénal parce que peur d'être elles-mêmes criminalisées.
Et puis, il faut être une victime crédible. Donc, c'est aussi un peu ce qui était évoqué dans le texte introductif. Hein. Si vous avez bu, si vous aviez telle ou telle tenue, si vous avez ramené un homme chez vous, etc. Hein, tout cela peut constituer des faisceaux d'indices que vous n'êtes peut-être pas une vraie victime, etc. Donc, il y a la nécessité pour la victime de se conformer à ce qui est attendu d'une victime, hein, d'être une victime crédible. Et puis, de l'autre côté, pour la personne qui est poursuivie, qui a toutes les raisons d'utiliser tous les droits qui sont offerts à la défense, il n'y a aucune raison d'être dans la sincérité, dans l'authenticité des réponses. Et là aussi, ça afflige d'autres blessures aux victimes. Merci. Alors, on va passer à l'autre axe qui est de la prison contre les femmes. J'ai redonné un titre à ton livre, qui est de justement comment la prison nuit aux femmes qui sont judiciarisées, qui font l'objet de la répression. Alors peut-être avant de parler des femmes qui font l'objet de répression par le système pénal, peut-être aussi parler de toutes les autres formes de contrôle social au-delà du système pénal qui discipline les femmes. Il y a un petit extrait là-dessus que je vais laisser Geneviève lire. Ouais. Ça s'appelle justement la judiciarisation des femmes et les formes de contrôle social. L'histoire des femmes est marquée par des formes de criminalisation et de punition qui leur ont été spécifiques, généralement autour de leur droit à disposer de leur corps, avec l'avortement ou leur sexualité, l'exemple détendu à la libération de la France ou la criminalisation du travail du sexe. Mais surtout, les formes du contrôle social appliquées aux femmes passent par d'autres sphères que le pénal. En effet, les travaux féministes ont mis en lumière les autres formes de contrôle auxquelles les femmes sont soumises dans la sphère familiale, par le droit social, pensons à la garde des enfants, les politiques sociales ou les institutions médicales ou psychiatriques. Ces travaux ont également montré que le rôle maternel a une valeur de référence absolue, tout comme la féminité, dans les manières dont la déviance des femmes est évaluée. Merci. Alors justement sur l'évaluation de cette déviance des femmes, hein, évidemment, elle est aussi au cœur du parcours judiciaire des femmes, qui... alors on a vu que justement les victimes, souvent elles ne sont pas complètement victimes. Et c'est intéressant de regarder le parcours des coupables, entre énormes guillemets évidemment, hein, que ce soit les femmes ou les personnes LGBT. T'écris notamment en ouverture du chapitre qui leur est consacré que avec leur profil, donc à ces femmes et personnes LGBT condamnées, s'esquissent les raisons de la faiblesse des solidarités politiques des mouvements féministes avec ces femmes. Est-ce que tu peux justement revenir sur ces profils et du coup sur le parcours criminel des femmes judiciarisées? Oui, alors c'est une attaque des courants dominants du féminisme, mais avant d'en arriver là, je voulais juste dire quelques petites choses en préambule, parce que lorsque on s'intéresse uniquement à la prison et non pas au système pénal, et notamment dans les mouvements abolitionnistes en France, hein, quand on se focalise que sur la prison, de façon assez naturelle, comme il y a assez peu de femmes en prison, hein, c'est à peu près 5% des personnes qui sont en prison sont des femmes, de façon assez naturelle, on a l'impression que la judiciarisation et la criminalisation des femmes, finalement, c'est une question assez marginale pour nous abolitionnistes. Et du coup, vous voyez l'importance d'avoir cette entrée par le système pénal, parce que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus complète et de voir que en fait, le système pénal, il s'adresse pas que aux hommes. Il y a des formes de pénalisation des femmes qui sont donc pas réductibles à la prison. Alors après, qui va en prison lorsqu'on regarde les femmes ? Ce qui me semble intéressant de dire, c'est d'abord qu'en grande partie, elles ont un profil assez similaire aux hommes. C'est-à-dire qu'on retrouve parmi les femmes incarcérées massivement des femmes issues des milieux populaires, issues de l'histoire de l'immigration et de l'histoire coloniale, que par un certain nombre de critères, elles sont assez caractéristiques des milieux populaires en termes de faible éducation, d'un grand nombre d'enfants, de fratries extrêmement nombreuses, etc.
Une fois qu'on a dit ça, il faut aller voir un petit peu plus finement. Et une des grandes spécificités des femmes qui sont en prison, c'est le taux de victimation, à la fois de femmes qui ont été victimes de violences conjugales et de celles qui ont été victimes de violences à caractère sexuel. Alors on sait que parmi les hommes qui sont incarcérés, il y a une surreprésentation des hommes qui ont été victimes de violences à caractère sexuel. Mais chez les femmes, c'est extrêmement massif. C'est certainement l'un des points les plus communs qu'on rencontre parmi les femmes qui sont détenues. Autre caractéristique si on essaie de porter une analyse féministe sur l'incarcération des femmes, c'est que lorsqu'on regarde les faits pour lesquels les femmes sont incarcérées pour de longues peines, alors j'aime jamais cette expression de courte et de longue peine, mais bon, disons des peines au-delà de 10 ans, il est extrêmement rare que des femmes soient condamnées pour des faits qu'elles aient commis seules. Et plus clairement, c'est très généralement des faits qu'elles ont commis avec un partenaire masculin ou pour lequel la victime est un homme et un homme avec qui elles avaient des relations intimes. Chose qu'on ne voit pas du tout dans les détentions masculines. C'est-à-dire que la plupart des hommes qui sont condamnés à de longues peines sont condamnés pour des actes qu'ils ont commis seuls ou qu'ils ont commis avec d'autres hommes, en tout cas pas dans un cadre intime. Et du coup, le fait que les femmes qui sont incarcérées pour les plus longues peines soient des femmes qui souvent sont finalement criminalisées par association ou qui sont criminalisées dans le cadre de situations de violence intime, et à mon avis, quelque chose d'assez intéressant à voir lorsque on critique la prison d'un point de vue féministe. Donc ça, c'était sur les caractéristiques qui sont liées à la judiciarisation, à la criminalisation des femmes. Ensuite, il faut regarder comment les femmes font leur peine. Et là aussi, ce qu'on remarque, et je suis évidemment pas du tout la seule à dire ça, c'est que les conséquences sociales du passage par la prison sont beaucoup plus importantes pour les femmes que pour les hommes. Alors, il y a une phrase de prison qu'on dit, 1 an pour un homme, c'est comme 3 ans pour une femme. Peut-être que vous entendrez 4 ans pour une femme, enfin ça dépend des prisons, mais en tout cas, c'est un proverbe de prison. Et c'est relativement vrai parce que... Alors, là aussi, je vais aller un petit peu vite, mais là où les hommes peuvent retourner de façon parfois positive, valoriser un passage par la prison, c'est quasiment jamais le cas pour les femmes. Une femme ne peut pas se dire, voilà, je sors de 50 placards et de penser qu'un homme va trouver ça sexy. En gros, alors que vous pouvez très bien imaginer que l'inverse peut se produire. Alors donc, il y a ce stigmate qui est lié au passage par la prison et qui dit bien aussi socialement comment il y a une vision assez différentielle des hommes et des femmes par rapport au système pénal. Et puis après, il y a des questions qui sont matérielles. Alors, c'est toujours un petit peu paradoxal de le dire quand on est abolitionniste, mais il n'y a pas beaucoup de prisons pour femmes, et ça, c'est pas qu'en France. Et le fait qu'il y ait beaucoup moins de prisons pour femmes que de prisons pour hommes fait que les femmes ont tendance à être davantage éloignées de leurs proches que ne le sont les hommes. Donc l'éloignement a déjà un gros facteur d'isolement social. Et puis ensuite, il y a la question des rapports hommes-femmes aux solidarités. Et il suffit d'aller devant les portes des prisons pour femmes et pour hommes, vous allez voir essentiellement des femmes. Et que c'est essentiellement les mères, les sœurs, les conjointes, les amies, les collègues de travail, etc., qui vont soutenir les hommes incarcérés et les femmes qui sont en prison. Et donc, les hommes obtiennent beaucoup plus de solidarité que les femmes. Alors, on va le voir en particulier pour les femmes qui sont incarcérées, où là, il y a une grosse différence par rapport au parcours des hommes qui sont en prison. C'est sur la question des enfants. Là où les pères incarcérés peuvent avoir de bonnes chances de garder des liens avec leurs enfants, ou du moins à la sortie de la prison, d'avoir la possibilité d'avoir encore des liens avec leurs enfants, pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que tout simplement, il est beaucoup plus rare d'avoir le père d'un enfant qui va continuer à emmener l'enfant au parloir, qui va prendre la responsabilité totale de l'éducation des enfants, chose qui est quasiment automatique lorsqu'un homme est incarcéré. En général, il peut compter sur la mère de ses enfants,
voir ses sœurs ou sa propre mère, etc. Et donc socialement, pour des femmes qui sont pour un grand nombre d'entre elles, issues de milieux populaires, pour qui donc leur rôle de mère tient une place extrêmement importante dans leur vie, fait partie de leur identité, la rupture avec leurs enfants va avoir aussi beaucoup plus de conséquences sociales que peut avoir un éloignement d'un père incarcéré avec ses enfants. Donc pour toutes ces raisons, et je vous passe le fait que les prisons ont beaucoup moins de possibilités de travail et de formation pour les femmes que pour les hommes, etc. Donc il y a tout un tas de raisons qui fait que la prison est socialement beaucoup plus... est un facteur de désocialisation que dans le cas des hommes qui sont incarcérés. Et là encore, je ne sais plus si c'était la question ou pas. Tu as répondu à mes deux questions suivantes. D'accord. Peut-être justement sur la manière dont la prison finalement coupe les femmes de leur socialisation en tant que femmes. Mais d'un autre côté, il y a aussi une certaine continuité entre le confinement à l'espace domestique des femmes et la prison. Tu as un petit paragraphe là-dessus qu'on va vous lire, que Geneviève va vous lire du coup. Autre angle d'attaque, les formes de continuité entre le foyer domestique et la prison. Celle-ci se manifeste d'ailleurs dans la manière infantilisante dont les femmes détenues sont souvent traitées, par exemple avec l'usage systématique du nom de jeune fille de celles qui ont choisi de porter le nom de leur conjoint. De plus, les formations professionnelles, secrétariat, esthétique, etc., les activités, cuisine, couture, qu'on leur propose généralement, les cantonnent à un rôle de ménagère, d'épouse et ou de mère. En outre, la place donnée aux soins et le recours aux psychotropes dans les prisons pour femmes, bien plus important que dans les prisons pour hommes, indiquent toute l'attention portée à leur comportement dans leur prise en charge, ou pour le dire autrement, leur domestication. Je continue, je vais jusqu'au bout. En 1966, Rose Giallombardo notait déjà dans Society of Women le traitement différentiel des hommes et des femmes par le système pénal, en particulier en matière de réhabilitation. Comme Dvora Groman et Claude Faugeron le relèvent, le rôle de la femme se perpétue même derrière les barreaux. La resocialisation a chez la détenue une signification simple. Il faut lui inculquer certains standards de moralité, surtout sexuels, et la préparer à reprendre son rôle de mère de famille dans la société. Cette remarque s'applique à beaucoup de prisons pour femmes à travers le monde. Alors justement, les prisons pour femmes, tu as dit, qu'on t'entendra pas souvent le dire, qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pourtant parfois des revendications dans les mouvements féministes et dans les mouvements LGBT queer notamment. L'idée que ce serait une victoire d'avoir des quartiers plus de quartiers pour femmes, plus de quartiers pour personnes queer, etc. Et d'adapter la prison aux besoins spécifiques des femmes et des minorités sexuelles. Tu n'es pas forcément très partisane de cette revendication. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Ouais. Alors, c'est un mouvement du système pénal qu'on note à partir, en gros, fin des années 70 et années 80. Et là aussi, vous voyez que c'est pas par hasard quand on pense à la chronologie des mouvements féministes et aussi des mouvements LGBT. Et en gros, ça commence en Amérique du Nord. Alors, je crois qu'un des vraiment tout premiers exemples, c'est en Californie, avec le gouverneur Schwarzenegger. Je trouve ça, j'arrive toujours pas à m'habituer qu'il a été gouverneur, mais bon. Donc, histoire intéressante parce que le système pénitentiaire californien est l'un des systèmes qui a réellement explosé dans les années 80 en termes de nombre de personnes détenues. Et face à la surpopulation, une des solutions proposées, ça a été de transférer des femmes dans des établissements qui seraient adaptés à leurs besoins parce que finalement, il n'y a pas que les féministes pour critiquer le fait que les femmes en prison ont subissent des effets qui sont supérieurs à ceux des hommes et beaucoup de gens, même parmi les légitimistes, vont reconnaître que les types de raisons pour lesquelles les femmes sont incarcérées, notamment la question de l'usage des stupéfiants,
font d'elles des personnes qui ne sont pas tellement à risque pour la société. Alors, j'aime pas du tout ce type d'argumentaire. Je vous redis juste les raisons pour lesquelles, même parmi les légitimistes, il peut y avoir des gens qui vont estimer que les femmes n'ont pas tout à fait leur place en prison ou qu'on pourrait avoir des établissements qui soient adaptés à leurs besoins. Et puis, ce qu'on a vu, alors qui est beaucoup plus récent, c'est la construction et le projet d'avoir des établissements ou des quartiers d'établissements réservés aux personnes LGBT, alors avec après des formulations qui peuvent être très différentes, réservés aux personnes trans, réservés aux hommes homosexuels, aux femmes lesbiennes, etc., des formes de non-mixité, avec là aussi la prise en compte que pour les personnes LGBT, il y a un coût qui est beaucoup plus élevé que le reste de la population pénale du passage par la prison, parce que, et là aussi je résume à grands traits, mais on sait que les personnes LGBT sont souvent sont en proportion des personnes qui ont des réseaux sociaux beaucoup plus faibles que le reste de la population, et que du coup le passage par la prison affaiblit d'autant plus ces réseaux. Souvent la prison par exemple limitant le droit de visite à la famille biologique, et on sait que du coup pour beaucoup de personnes LGBT la vraie famille c'est une famille de cœur qui donc ne va pas pouvoir par exemple aller rendre visite, apporter du linge, etc. Donc voilà, depuis les années en gros fin 70-80, notamment aux États-Unis, après ça a été au Canada avec tout un rapport qui était extrêmement critique sur l'incarcération des femmes, rapport qui s'intitulait La création de choix. Donc le titre était assez intéressant parce que ça disait bien cette idée de donner davantage d'autonomie aux femmes, mais il est né de ça, donc des quartiers ou des établissements réservés aux femmes avec, soi-disant, donc la prise en compte de leurs besoins spécifiques. Et donc besoins spécifiques, par exemple, en reconnaissant la grande proportion de femmes incarcérées qui ont été victimes de violences conjugales, de violences à caractère sexuel, et donc l'accès à des ressources en détention, des psychologues, des formations qui leur permettent de s'autonomiser, etc. Alors, les critiques qu'on peut faire... Les critiques qu'on peut faire à ces politiques-là sont de plusieurs niveaux. Le premier niveau, qui est, à mon avis, très simple, c'est de dire, mais en fait, si les femmes se retrouvent incarcérées, c'est bien qu'elles n'ont pas eu ces ressources-là à l'extérieur. Toutes ces ressources qui ont fait, alors c'est ce que les Américains appellent le pipeline, entre les violences sexuelles et les violences conjugales et la prison. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est automatique, mais qui, dans une trajectoire, va désocialiser la victime, la couper de ressources, finalement, c'est quand elle arrive en prison qu'elle va avoir accès aux ressources dont elle avait besoin à l'extérieur et qui auraient permis peut-être que, par exemple, elle ne se livre pas à trafic de stupéfiants, qu'elle ne se retrouve pas SDF et que du coup, elle commette un certain nombre de délits, etc. Ou un besoin de formation qu'elle n'a pas pu avoir à l'extérieur. Donc, il y a d'abord cette critique de dire, mais c'est le monde à l'envers. Ces ressources-là, c'est des ressources qui sont totalement légitimes et qu'il ne faudrait pas donner aux personnes en bout de course, mais qu'il faudrait les donner avant pour éviter ce processus de désaffiliation, de criminalisation qui fait qu'elles se retrouvent en prison. Et puis ensuite, il y a une critique qu'on connaît bien pour les abolitionnistes, c'est de dire, mais en fait, toutes ces formes de réforme, c'est aussi de créer davantage de places de prison, en fait, pour les hommes. Bon, alors là, c'est l'exemple californien, c'est qu'en fait, ça permettait de mettre davantage d'hommes en prison, et puis en fait, de mettre des femmes dans des établissements qui ressemblaient un peu moins à des prisons, mais qui sont encore la prison. Et du coup, c'est ce débat qui est... Enfin, c'est même pas un débat parmi les abolitionnistes, cette remarque qu'on fait de façon systématique, de dire, mais en fait, tout ce qu'on nous présente comme des alternatives à la prison, des façons de moins enfermer, ou d'enfermer de façon moins sévère, mais en fait, ça reste la prison, et ça reste le système pénal. Et du coup, vous voyez qu'on en revient à ce qu'on disait au tout début, de méfions-nous, en fait, de ces analyses et de ces luttes qui portent uniquement sur la prison, parce que le système pénal, il a plus d'un tour dans sa manche, et notamment, c'est cette idée de faire des établissements qui soient plus basés sur le social, mais encore une fois, la prison est pas là pour répondre à ce besoin social, elle est juste là, en fait, en fin de parcours.
Merci. Alors, avant d'avancer sur le troisième axe, est-ce que la prison fait aux proches? Enfin, si, on y avance d'ailleurs. Peut-être revenir sur le fait qu'entre les femmes judiciarisées et les proches sont également finalement sont pas directement judiciarisés, mais vont être symboliquement considérés comme responsables finalement de l'enfermement des proches, enfin les proches notamment les femmes, qui vont être responsables du mauvais parcours de la personne incarcérée et par là même garantes de sa réinsertion. Tu as un petit passage qui explique ça que j'avais envie que Geneviève lise. C'est très court. Confrontés à leur corps défendant au système judiciaire et carcéral, précarisés et stigmatisés, les proches des personnes incarcérées sont souvent considérés comme leurs complices, voire leurs victimes. Elles sont confrontées successivement aux injonctions ambiguës, sinon contradictoires, du système pénal. Être responsable du condamné, solidaire du détenu et garante du sortant de prison. L'analyse des discours institutionnels comme les récits des proches de personnes détenues suggère donc qu'on exige finalement moins leur solidarité que leur pénitence. Alors, quiconque a dû subir l'expérience d'avoir des proches en prison peut témoigner justement de la manière dont la peine de prison s'étend finalement à la situation des proches et comment elle a un coût pour ses proches, que ce soit donc un coût symbolique ou un coût également un coût beaucoup plus concret, puisqu'on l'a dit, les prisons sont souvent éloignées, il faut les trajets, il faut payer, etc. Il faut également soutenir la personne détenue dans sa vie en prison, qui a un coût également. Et on le voit également, notamment, c'est quelque chose qui est souvent dit dans les groupes militants. Quand un groupe militant a la cible de la répression, ça va mobiliser toute une énergie qui était investie avant dans la lutte, va devoir se réinvestir dans le soutien à apporter aux camarades prisonniers, les avocats, pareil, aller au parloir, les procédures, etc. etc. Mais pourtant, justement, cette question de ce que la prison fait aux proches, c'est souvent un peu un impensé de la question carcérale. Et toi, tu dis au contraire que c'est en partant aussi, donc on est dans cette idée de ce que la prison fait à la société et pas seulement de ce qu'elle fait aux prisonniers, qu'on peut avoir une approche beaucoup plus politique de la question. Est-ce que tu peux nous dire donc pourquoi cette question des proches est si centrale dans la lutte contre la prison et son système pénal? Merci. Alors, c'est vrai que moi, je me suis politisée sur la question de la prison à partir de la position de proche de prisonniers. Ça m'a semblé une évidence, en fait, qu'il y avait là une peine qui disait pas son nom, une peine qui avait été prononcée par personne. Et puis, la deuxième évidence qu'elle est avec ça, c'était que c'était une peine qui est surtout purgée par des femmes. J'en reviens aux femmes devant les parloirs et tout le travail émotionnel qu'elles font pour les hommes qui sont détenus. Et du coup, l'idée que, oui, en fait, lorsque un homme va en prison, et encore une fois, il y a beaucoup plus d'hommes en prison que de femmes en prison, mais que lorsqu'un homme va en prison, il y a aussi souvent des femmes dans son entourage qui sont affectées. C'est à mon sens une façon de lire ce que fait la prison à la société, qui permet d'éviter d'avoir une vision totalement centrée sur les hommes et d'aller donc au-delà de la question même des personnes qui sont incarcérées. Alors, évidemment, les personnes qui sont incarcérées font entièrement partie de la lutte anticarcérale, de la lutte abolitionniste et des analyses critiques qu'on doit faire de la prison. Mais encore une fois, je pense que c'est un piège de penser la prison comme une institution dans laquelle il n'y a que des hommes, puisque voilà, il y a à la fois la criminalisation et les formes spécifiques de criminalisation des femmes, et que lorsque un homme est incarcéré, encore une fois, il y a souvent des femmes dans son entourage qui sont affectées. Alors, une fois qu'on a posé cela, tu me posais la question de, finalement, à partir de la question des proches, comment avoir une perspective critique sur la prison. Et c'est vrai que si on regarde
Et encore une fois, hein, je ne veux pas être dans une position de distribuer des bons points et des mauvais points militants, pas du tout ma position. Mais c'est vrai que si on regarde ce qui s'est fait ces 30 dernières années, voire même ces 50 dernières années, en termes de mobilisation politique contre la prison ou contre le système pénal, on voit que la question des proches est toujours une question qui est totalement secondaire. Alors après, avec des formes de véritable sexisme, hein, vraiment de relégation et de formes de paternalisme en disant oui, mais bon, les familles, c'est toujours un peu, vous voyez, à la fois on en a besoin dans les mobilisations parce que c'est bien qu'il y ait une famille qui prenne la parole et qui vienne témoigner, mais en même temps, bon, politiquement, ça craint toujours un peu. Hein, vous voyez, ce rapport qu'il peut y avoir qui est voilà, à la fois, à mon sens, assez misogyne et paternaliste. Et du coup, c'est vrai que j'en fais une critique, alors que j'espère être une critique qui constructive, mais j'ai trop observé le fait que les proches sont souvent dans une position de témoignage. On demande aux proches de témoigner. Témoigner, alors à la fois ce que la personne détenue vit à l'intérieur, hein, alors témoigner, transmettre des messages, etc., ou témoigner, elles, de leur douleur, de leurs difficultés, etc. Et alors évidemment, j'ai rien contre le témoignage, mais le problème, c'est lorsque on confine les personnes à cette position-là, et qu'on les confine sur des décennies, en fait, sur se dire, mais en fait, politiquement, on a fait quoi ? Politiquement, que sont devenues toutes ces personnes qui ont témoigné et qui n'ont finalement à qui politiquement on n'a donné qu'un espace de témoignage. Et donc c'est sur cet aspect que je peux être assez sévère, parce que si on assigne les proches à des positions de témoignage, c'est évidemment pas par hasard, c'est à la fois parce que c'est pour l'essentiel des femmes, et puis aussi parce qu'on ne les pense pas comme des sujets politiques. Autant il y a une sorte d'évidence dans les milieux abolitionnistes où un prisonnier qui monte sur un toit, qui essaie de s'évader, c'est tout de suite un camarade. Hein, c'est le camarade Robert est sur un toit, bravo à lui. C'est totalement naturel. Par contre, la femme qui raconte que tous les week-ends, elle va au parloir avec son sac de linge, etc., on ne dit pas tout de suite camarade Janine. Hein, vous voyez, c'est beaucoup moins naturel. Et je pense que c'est assez intéressant de voir ce différentiel, parce que en fait, quand on a une évidence que la moindre rébellion dans une prison d'hommes, c'est un acte contre la prison et qu'on doit se solidariser avec, en fait, on laisse de côté tout plein de résistance qu'il y a de la part des femmes qui ne prennent pas cette forme-là. Et ça, on le sait en tant que féministe, hein, que les résistances des femmes ne sont pas pareilles que les résistances des hommes. Et que c'est aussi des histoires qui sont moins souvent dites, des histoires qui sont moins souvent transmises. Et que, du coup, par exemple, des formes de résistance qu'il peut y avoir au parloir sont souvent beaucoup moins spectaculaires, ont souvent moins un aspect de violence, et que la focalisation qu'il y a beaucoup à l'extrême gauche sur le recours à la violence et du coup à ces formes de résistance à l'intérieur, que ce soit donc des évasions, de la violence à l'égard des surveillants qui paraissent naturellement comme des formes de résistance et des formes de résistance qui doivent être soutenues et dont on doit parler, dans le même temps, on invisibilise, c'est toujours compliqué, des formes de résistance qu'il peut y avoir de la part de femmes qui sont beaucoup moins spectaculaires, hein, des femmes qui vont, par exemple, refuser de sortir d'un parloir. Ça, on en entend beaucoup moins parler dans les milieux abolitionnistes. Alors justement, le passage qui est consacré à cette résistance est assez un des beaux, parmi les très nombreux beaux passages de ton livre. Celui-là, il en fait vraiment partie. Et du coup, on va le lire. Il est un petit peu plus long peut-être que les passages précédents, mais il est d'autant plus intéressant, je pense. Mais cher en tous les cas. Résistance. Les proches de personnes détenues ne montent pas sur les toits des prisons. Elles ne mettent pas le feu au parloir. Les journaux radicaux publient rarement des textes écrits par elles ou qui parlent des injustices qu'elles subissent, de leurs souffrances ou de leurs espoirs. Mais elles résistent aussi. Être là chaque semaine à la porte des parloirs. Envoyer chaque mois un mandat.
assurer chaque fin d'année le colis, trimballer encore et encore des sacs de linge. Cette présence est résistance, car la prison est là pour détruire les liens qui font qu'une personne détenue n'est pas qu'un ou une détenue, mais aussi un ou une amie, un ou une collègue, un père, une sœur. Notre présence et l'embarras que nous causons en usant de nos droits constituent des interstices dans les murailles des prisons. Nos formes de résistance méritent le plus grand respect. Notre statut de proche de détenu nous rend vulnérables. Un permis de visite tient toujours à un fil, et ce permis est parfois l'une des choses les plus précieuses que nous possédions. Il nous relie à un être cher. C'est notre force et notre faiblesse, et l'administration pénitentiaire comme les surveillants le savent. Il est donc particulièrement injuste que nos résistances soient souvent invisibilisées et dépréciées politiquement par des mouvements abolitionnistes, car elles seraient motivées par notre subjectivité et le légitimisme de beaucoup d'entre nous. Je sais que tout cela coûte, pas seulement d'un point de vue matériel et financier, que d'être présente. On nous a 1000 fois dit qu'il nous quittera lorsqu'il sortira, ou que s'il nous aimait, il ne serait pas en prison. Nous avons appris à oublier les regards des passants lorsque nous attendons devant les portes des prisons, et à répondre aux paroles blessantes des travailleurs sociaux, aux remarques désobligeantes des surveillants. Notre résistance, c'est aussi de subir tout cela et d'être encore là. J'ai souvent entendu des hommes refuser de rendre visite à une personne incarcérée au prétexte de leur incapacité à dominer leurs réactions lorsqu'ils sont confrontés à la prison et en particulier à l'égard des surveillants. Manière de faire entendre que nous, les femmes, qui allons au parloir et préservons nos permis de visite, serions moins radicales qu'eux et que consentir à respecter les règles auxquelles est conditionné l'accès au parloir reviendrait à accepter l'existence de la prison. Nous ne l'acceptons pas davantage que les personnes qui refusent de rendre visite à un proche incarcéré au nom de l'idée qu'elles se font de la radicalité et d'elles-mêmes. Car c'est bien mal connaître ce qu'est les parloirs et la prison, où les règles sont-elles aussi systématiquement discutées, contestées et subverties. Les formes de résistance des proches sont diverses. Certaines femmes se lancent dans des batailles judiciaires et ou médiatiques pour leur mari ou leurs enfants, souvent un fils. D'autres organisent une pétition pour dénoncer le comportement des surveillants ou un juge de l'application des peines qui n'accorde pas assez d'aménagement de peine. Il arrive aussi que des femmes contestent la fouille de leur sac à l'entrée d'une prison ou refusent de sortir du parloir. Mais ces formes de résistance restent souvent invisibles parce que les cas de résistance collective sont rares et sporadiques. Elles sont souvent également dénigrées, car bien loin d'une violence qui donnerait à voir des murs qui tombent. Merci beaucoup. Alors, on va avancer doucement vers la fin de cet entretien. Pas tout de suite quand même, il reste quelques questions. Mais dans la dernière partie un petit peu de cet entretien, qui va se consacrer maintenant aux stratégies justement pour mettre en œuvre un féminisme abolitionniste. Donc, tu as déjà expliquer cette question de porter plainte ou pas, en quoi c'est pas une question individuelle, mais en quoi la nécessité de se la poser reflète plutôt un échec collectif. Et puis, tu présentes également, là, d'un point de vue plus théorique, les 3 alternatives courantes qui sont théorisées dans les milieux abolitionnistes au système pénal, qui sont des termes dont on entend un peu parler aussi dans les mouvements féministes, très peu, mais il y a parfois des ateliers là-dessus. Je sais qu'au Canada, au Québec, c'est des termes qui sont, c'est des questions qui se posent davantage. En France, on va peut-être essayer de faire arriver ça. Donc c'est la justice, ce qu'on appelle la justice réparatrice, la justice restauratrice, et puis la justice transformatrice, qui sont donc 3 pistes de réflexion et d'action pour justement se passer de la prison. Est-ce que tu peux revenir sur justement ces 3 alternatives ? Alors, c'est vrai que quand on est abolitionniste, on a toujours affaire à la question, mais alors qu'est-ce que vous allez faire sans prison ?
Et c'est souvent une question qu'on n'aime pas tellement parce que la question, elle est souvent reportée à une fois qu'on aura fait la révolution, de toute façon, tout sera différent. Et puis voilà, les hommes et les femmes seront meilleurs, et puis tout ira bien. Et puis peut-être qu'on aura une prison du peuple, mais comme ce sera la prison du peuple, ce sera quand même mieux que la prison bourgeoise. Bon. Et je me suis dit qu'il fallait que je prenne quand même cette question au sérieux, et notamment parce que quand on est féministe, du coup je parle pas que de moi, mais je pense qu'on a eu des générations et des générations à se faire à entendre que une fois qu'il y aurait le grand soir, tout irait mieux pour les femmes, et que du coup y a toujours un peu ce côté là de ouais, peut-être le grand soir, mais en fait là il y a aussi des besoins aujourd'hui, maintenant. Et puis, si on attend le grand soir et qu'on commence que le grand soir à réfléchir, ça risque de prendre encore du temps. Donc, si on pouvait commencer à réfléchir dès maintenant et à expérimenter, ce serait peut-être un peu mieux. Et donc, je vous dis ça parce que, en fait, même si j'ai des pistes, ça reste que des pistes. C'est pas du prêt à... C'est pas un mode d'emploi. Donc, n'achetez pas le livre si vous voulez un mode d'emploi pour ne pas appeler la police, c'est pas ça. C'est plutôt... en fait, on a un problème parce que le système pénal, ça marche pas. Et il y a quelques réflexions. Et en fait, c'est bien parce que j'avais envie de livrer ces réflexions à l'intelligence collective que j'ai écrit ce livre. Donc, je vous mets en garde sur l'achat du livre. Voilà. Alors, après, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de prison ? Eh bien, en fait, vous savez quoi ? Je pense que tout le monde ici a déjà résolu un conflit ou une situation dans laquelle il y avait du tort qui lui avait été causé, ou que vous aviez causé du tort à quelqu'un sans recourir à la police. En fait, vous l'avez peut-être même fait à peu près tous les jours de votre vie. C'est-à-dire que tous les jours, on a à régler des situations dans lesquelles il y a quelqu'un qui a tort a été subi. Et puis, je ne suis pas en train de dire que vous êtes tous des voleurs et des assassins, etc. Mais en fait, il y a pas mal de situations dans la vie de tous les jours où on n'a pas recours au système pénal. Et en fait, si on y pense encore plus sérieusement, en fait, on a souvent géré des situations qui étaient avec des choses assez graves qui avaient été commises, et on n'a pas eu recours au système pénal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnes qui étaient engagées dans cette situation, c'était des personnes avec lesquelles on voulait préserver le lien social. Un exemple extrêmement basique que j'aime bien utiliser, c'est celui, dans le cas d'une famille, un adolescent qui vole dans le porte-monnaie de ses parents. On est d'accord, c'est pas bien. On va pas dire super, continue, etc. Mais généralement, en tout cas, j'espère que c'est votre cas, votre premier réflexe, ça va pas être de dire là, faut appeler les flics et faut l'emmener en prison. Ou une situation où une soirée alcoolisée, et puis le beau-frère il tape sur le frangin, qui est d'ailleurs assez con et que ça devait bien arriver un jour. Vous voyez ce genre de situation, en fait, c'est horrible. On n'est pas content quand ça se passe. D'ailleurs, peut-être qu'on va appeler la grand-mère ou l'instit de l'ado, ou ce prof avec qui il s'entend bien, parce que la discussion, elle est devenue très problématique, et puis il n'entend rien, et puis etc. Et puis on va se dire, en fait, pourquoi ils volent de l'argent dans le porte-monnaie ? En fait, est-ce qu'on a parlé de l'argent dans la famille, et de qui dépensait quoi, et de quels étaient ses besoins, etc. Et en fait, toutes ces situations qui sont des situations, encore une fois, où on n'est pas là, c'est cool, va falloir parler du beau-frère qui a pété un câble, on n'est pas heureux de faire ça, mais en fait, on se dit, ces liens-là, ils sont suffisamment précieux pour qu'on perde du temps à essayer de voir comment on va les régler. Et en fait, l'abolitionnisme, il nous dit ça, il nous dit, en fait, lorsqu'on a recours au système pénal, c'est une façon de déléguer, c'est une façon de se débarrasser d'un problème. Et au lieu de se débarrasser d'un problème, de s'en débarrasser auprès d'experts, parce que les juges sont des experts de la décision à prendre en cas de tort commis à d'autres, les policiers sont des experts de la sécurisation d'une situation, etc. Donc plutôt que de se débarrasser de cela, et puis finalement d'accorder assez peu d'importance à ces liens sociaux, l'abolitionnisme dit, mais faisons de ces liens sociaux l'occasion, ils sont riches, ils sont l'occasion d'un changement social, ils sont l'occasion de travailler collectivement pour changer la situation.
Donc vous voyez déjà, en fait, les solutions, elles sont extrêmement compliquées. Elles sont extrêmement compliquées parce que ça demande du temps. On n'est pas dans la délégation, on est dans faut s'occuper de nos problèmes. Il faut s'occuper de nos problèmes et tout ça, ça prend du temps. C'est aussi pour ça que c'est assez difficilement compatible avec le système capitaliste. Petite parenthèse. Alors après, justice réparatrice, justice restaurative, en fait, je vais vous faciliter le travail de définition parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est un peu la même chose. Et donc, c'est l'idée que là où la justice pénale était une justice seulement punitive, donc de donner des punitions comme les peines de prison ou les amendes, etc., ce serait une forme de justice où il y aurait de la réparation. Donc, c'est typiquement, on attend du voleur non seulement de rendre ce qu'il a volé, mais aussi peut-être de s'engager dans une association, celui qui a conduit en état d'ivresse, peut-être d'aller s'engager auprès d'une association, etc. Donc, des formes de justice qu'on peut imaginer sans trop de... Je me demandais si c'était de la police ou pas, là, avec le... Bon. Donc, c'est l'idée de réparer le tort qui a été commis et de s'engager un peu, vous voyez, au-delà, auprès de la communauté pour apporter du bien à la communauté. Et on peut dire que ça, c'est la première étape qui naît dans les années 70 et qui naît dans des milieux abolitionnistes, des milieux critiques du système pénal, et qui peu à peu, en fait, se retrouve approprié par le système pénal. Alors le grand gagnant de la réappropriation de la justice réparatrice, c'est le Canada. Le Canada, maintenant, a vraiment institutionnalisé la justice réparatrice. Ça commence de plus en plus en France. Face à ça, des abolitionnistes, et surtout aux États-Unis, et en particulier dans les communautés à la fois de personnes LGBT et issues des minorités raciales, commençaient à dire mais en fait, nous, c'était pas notre projet. Notre projet, c'était pas une justice pénale qui disait tu vas aller repeindre le mur parce que tu as fait un graffiti, en fait. C'était bien de ne plus avoir de système pénal. Et donc, c'est à partir des années 2000 qu'il y a eu tout un courant qu'on désigne par l'expression de justice transformative, qui est un courant en voie de constitution, parce que c'est même pas 2 décennies d'expérience. Et c'est l'idée donc de dépasser la justice réparatrice et restaurative en se positionnant à l'extérieur du système pénal, et c'est vraiment extrêmement important, c'est l'idée d'être irrécupérable par le système pénal, mais c'est aussi, ça repose sur l'idée de responsabilité communautaire. Et vous voyez que c'est là une opposition par rapport au système pénal, puisque le système pénal, en fait, considère que les personnes sont responsables individuellement. Il y a un auteur, et le but du procès, c'est bien de désigner un ou une auteur. Là où la justice transformative dit il y a une responsabilité qui est une responsabilité collective, une responsabilité communautaire, même si ça n'empêche pas de désigner une personne comme étant auteur de certains faits. On n'est pas dans non mais il y a zéro responsabilité, il avait bu et puis il a eu une enfance malheureuse, on oublie tout, à demain. Non, c'est bien l'idée de dire oui, il y a un auteur, effectivement, mais en fait, on ne peut pas totalement séparer les actes qui ont été commis d'une société qui les a rendus possibles. Et du coup, c'est à la fois l'idée de répondre aux besoins des victimes, des besoins qui sont uniques, des besoins qui changent dans le temps, chose que la justice pénale ne peut pas faire, puisque la justice pénale est figée à sa propre temporalité. Et puis c'est l'idée qu'il faut non seulement faire changer la personne qui a commis un certain nombre d'actes, mais aussi collectivement s'engager et collectivement changer les structures sociales qui ont rendu possible cet acte. Et là, j'imagine que la plupart d'entre vous vous dites « Ah bah, vous n'êtes pas sortis de l'auberge », et vous avez bien raison, parce que c'est effectivement là où la justice pénale est une justice qui prend du temps, mais qui en même temps, à un moment donné, a une décision, et puis bonjour, au revoir. La justice transformative, elle dit non, en fait, il ne s'agit pas juste d'une décision, il s'agit de comment... Nous, en tant que communauté, on va transformer notre communauté pour que ça ne se reproduise plus, pour accompagner à la fois la victime et la personne auteur de ces faits. Et donc, c'est une idée qui est en fait au centre de l'abolitionnisme pénal
qui, selon la formule de Mathiesen, dit par nature, l'abolitionnisme est inachevé. Et donc, c'est une idée qui me semble extrêmement importante de dire, en fait, l'abolitionnisme, c'est l'ouverture à l'imagination de comment on pourrait faire mieux que le système pénal. Parce qu'en vrai, la barre, elle n'est pas si haute que ça. Hein. Le système pénal, c'est quand même assez facile de faire mieux. Et surtout en se disant que le système pénal, et en tout cas plus particulièrement la prison, c'est 200 ans d'existence. En fait, c'est rien à l'échelle de l'histoire de l'humanité. C'est une goutte d'eau, et d'autant plus une goutte d'eau si on considère que la prison est née dans les pays occidentaux et elle a ensuite été exportée via la colonisation à tout un tas de sociétés qui ne nous avaient rien demandé. Donc c'est un système qui a été imposé à un certain nombre de sociétés, parfois avec une échelle de temps qui est encore plus brève que 200 ans. Moi, aux États-Unis, je suis toujours encore surprise de penser qu'il y a certains États, je crois que la Floride, ils ont quasiment que 120 ans d'expérience de la prison. Oui, c'est vers 1880, ils ont commencé à construire leur prison. Donc vous voyez, mais ça veut dire que les sociétés humaines ont de tout temps géré des problèmes qu'il y avait en leur sein, hein, des différends, des torts qui leur étaient commis. Alors, de dire ça ne veut pas dire faut retourner au passé ou alors faut faire appel à des cultures, vous voyez, qu'on connaît pas forcément, dire ah bah vous savez, souvent c'est un défaut, je trouve qu'on a dans les milieux abolitionnistes, ah mais alors vous savez, les Amérindiens, ils punissent pas, ils n'ont pas de prison, c'est formidable, etc. Bon, je suis pas amérindienne, je sais pas s'il y a des Amérindiens ici, ils se débrouillent comme ils peuvent. En tout cas, aujourd'hui, ils sont surcriminalisés et surreprésentés dans les prisons, donc bon, voilà, c'est autre chose. Mais je pense que, voilà, c'est d'être abolitionniste, c'est effectivement, j'espère que vous trouverez des pistes de réflexion, et voilà, mais c'est plutôt l'idée de nourrir cette imagination et en fait de prendre conscience que on a énormément nous-mêmes d'expériences de gestion de situations problématiques, là aussi c'est le vocabulaire abolitionniste, et qu'il faut donc plutôt se faire confiance et faire confiance à notre imagination plutôt que de vouloir réparer ce système pénitentiaire que ça fait 200 ans qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a des problèmes. Non mais je peux continuer longtemps sur ma portée, donc il faut que je rende le micro à un moment donné. C'est là-dessus que je voulais terminer. Je pensais que j'aurais besoin de te relancer, mais du coup tu es allée toute seule. Sur effectivement qu'une des stratégies, c'est avant tout aussi de construire notre propre autonomie à l'égard du système pénal pour construire nos outils. Donc on va arrêter là, on va lire l'épilogue du coup de ton livre pour faire une vraie fin. Et donc je laisse Geneviève terminer. Parce que l'abolitionnisme pénal ne peut être qu'inachevé, selon l'expression de Thomas Mathiesen, nous cheminons vers une destination un peu floue. Notre chemin est semblable à tout ce que l'on doit prendre sans avoir de carte, et au long desquels on peut être tenté par des chemins de traverse. À mesure qu'on avance sur ce chemin, le paysage apparaît sous de nouveaux angles et on s'aperçoit parfois qu'on a fait fausse route. Pour nous les femmes, ce chemin est semé d'embûches, parce que nous portons bien souvent plus que la moitié du ciel. Parce que celles d'entre nous qui ont marché à l'ombre des murs savent que le chemin est long, surtout si elles portent en elles le souvenir de ceux et celles qui y ont laissé la vie. J'ai écrit ce livre comme on s'arrête sur le bord du chemin, pour contempler les efforts de ceux et celles qui l'ont tracé jusqu'où nous l'avons seulement repris. Je l'ai écrit comme on pose une pierre sur son chemin, pour se souvenir des lieux où on est passé. Je l'ai écrit malgré les silences et les cris. Je l'ai écrit en me rappelant que la part de ceux et celles qui nous ont précédés et que nous portons en nous est notre force et qu'elle grandit irrésistiblement au fil de ce chemin qui nous mène, qu'à un quart, vers un monde sans prison. J'ai écrit ce livre pour toutes les femmes avec qui j'ai fait un bout de chemin et pour celles que j'ai seulement croisées. Je n'aurais pas pu l'écrire sans vous toutes, celles à qui on n'a jamais rendu justice, celles qui sont derrière les murs et celles qui sont aux portes des prisons. Vous toutes, dont les doutes, les peurs et les colères et les espoirs font que mon cœur a ses raisons et qu'il bat contre toutes les prisons. Merci.
Morgane.